Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. En tout cas, ce soir, une fois de plus, on est ensemble, comme d'habitude, avec vous pour analyser les questions d'actualité. Parce que vous savez que c'est à travers cette tribune qu'on réfléchit, en tout cas objectivement, pour l'intérêt toujours de la nation. Nous ne faisons jamais éloge des personnalités. Parce que nous avons toujours estimé que les personnes vont passer. Notre pays va rester. Et voilà pourquoi nous, en tant qu'intellectuels, nous, en tant que présentateurs, nous, en tant que tels, à travers ce que nous faisons, nous sommes vraiment quelque part dans l'obligation de mieux travailler pour aider les autres à comprendre alors ce qu'il faut pour ce pays. Le pays va mal. Nous vous avons toujours dit, et nous allons continuer à le dire, jusqu'à ce que nous aurons les élections, jusqu'à ce que nous verrons clair. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a l'ombre qui plane, surtout congolais aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'il faut? Je crois que c'est à chacun de pouvoir fournir l'effort partout là où il est. Ce soir, nous allons échanger sur deux questions importantes estimées à notre niveau. La première, c'est en rapport avec le CHAN qui se joue jusque-là au Rwanda, la 4e édition, où les Léopards vont jouer demain la finale. Aujourd'hui, avec votre invité, nous allons chercher à comprendre l'évolution maintenant, ou analyser l'évolution des Léopards depuis leur premier match. Aujourd'hui, ils sont en finale. Alors on va dégager une petite lecture là-dedans. La question électorale aujourd'hui au pays pose problème. Le processus électoral, bien sûr. Vous avez suivi la proposition de la CENI. 13 à 16 mois pour qu'elle soit à mesure, ne fût-ce que d'organiser les choses de manière à nous permettre qu'on ait alors des élections crédibles, acceptées par tout le monde. La CENI actuelle ne voudrait pas connaître des élections contestées comme nous avions eu en 2006 et 2011. Est-ce qu'elle est sincère? C'est à elle-même. Mais du moins, de l'autre côté, l'opposition pense que la CENI fait le jeu de la majorité. Il faudrait qu'on respecte la Constitution. Pas question du dépassement du délai constitutionnel, donc les élections doivent s'organiser d'ici la fin 2016. Déjà, un problème se pose là-dedans, et comment ça va se passer? Il y a un conflit aujourd'hui entre les Hutus et les Nandais dans la province du Nord Kivu, conflit communautaire. Cette question ne nécessitera pas l'analyse ou les commentaires, mais juste une annonce. Alors, conflit communautaire, et ça risque de dégénérer. Je crois que le gouverneur Paluku, en tout cas, se bat pour qu'on trouve solution. Le contraire, alors, risque alors d'inquiéter le pays. À la Cour pénale internationale, il y a un aspect que les gens commencent ou que les gens ont déploré parce qu'il y a un micro qui a permis que les déclarations des témoins soient entendues. Et cela risque aussi d'entamer l'image de la Cour pénale internationale. C'est dans le cas plutôt, dans la question plutôt du procès de Laurent Gbagbo, ancien président de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui à la Cour pénale internationale, mais les déclarations des témoins ont été entendues. Et alors, je crois que la Cour pénale internationale prochainement pourra voir ces choses ou son aspect technique correctement pour que les informations ne fuitent pas. Voilà, pour analyser ces deux points essentiels, point sportif, deuxième point, élection, nous avons fait le choix sur Didier Tshimanga. Avec lui, c'est la deuxième fois que nous nous retrouvons, président national de la DCU, qui signifie Dynamique Congo Uni. Nous pensons qu'avec lui, comme nous avions fait la fois passée, nous serons à mesure de vous aider à comprendre certaines questions d'actualité. Bonsoir Didier Tshimanga. Bonsoir Monsieur Pascal Obonjo. L'autre rendez-vous respecté ce soir, hein? N'est-ce pas? En tout cas, toujours au service de la nation, parce qu'on n'a pas le choix que d'aider nos compatriotes, nos téléspectateurs, de comprendre alors comment évolue son pays, ou leur pays. Exactement. Voilà. J'estime en même temps, je pense en même temps que vous aimez aussi le sport. Absolument, absolument. Le sport dans son ensemble, le football et le volleyball et le basketball en particulier. Foot par exemple, est-ce que vous jouez? Oui, en tant qu'amateur, en tant que presque vétéran aujourd'hui, oui, on a l'occasion de jouer. D'ailleurs, aujourd'hui, l'enregistrement se fait un samedi. Cet après-midi, je serai au stade Tata Raphaël sur un terrain annexe où nous jouons tous les samedis après-midi. Là, vous jouez dans quel poste? C'est attaquant ou milieu? Moi, l'air de rien, je suis quand même attaquant. Donc vous parvenez à marquer quand même des buts? Ça m'arrive. Alors,
L'équipe nationale aujourd'hui, le CHAN, vous savez que depuis qu'on avait commencé avec cette compétition, le Congo est le premier pays à avoir décroché alors la coupe. Aujourd'hui c'est la 4e, ou maintenant c'est la 4e édition. Alors les Léopards sont en finale aujourd'hui. Vous pouvez dégager quelle appréciation sur leurs prestations? Écoutez, avant toute chose, en tant que grand nationaliste, j'ai tendance à dire que ça ne peut être qu'une fierté, et c'est une grande fierté pour toute notre population de se retrouver en phase finale de cette compétition, qui est une compétition tout à fait honorable et qui reprend les équipes, enfin du moins les joueurs qui évoluent dans nos championnats nationaux, des différents clubs qui évoluent dans nos championnats nationaux. Et ce que j'apprécie tout particulièrement, c'est l'engouement que cette compétition entraîne au sein des populations des divers pays participants. Et j'ai été pas seulement surpris, mais je dirais agréablement surpris, mais tout de même étonné de voir à quel point notre population attendait ou attend ce type d'événement avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'amour. Surtout après avoir gagné le Rwanda et finalement... Absolument, je pense que battre le Rwanda était une question plus que sportive, c'était une question d'honneur et même de nationalisme exacerbé presque, je dirais. Mais au moins la prestation ne vous laisse pas indifférent, la qualité de la technicité des joueurs, comment vous appréciez? Écoutez, je suis en tout cas très content de voir l'évolution positive de notre équipe. Il y a vraiment un travail de professionnel dirigé par Monsieur Ibenge, pour lequel j'ai quand même énormément de respect par rapport à son travail abattu. Ce n'est pas facile d'être sélectionneur national, ce n'est pas facile du tout. Avec toutes les pressions possibles, exactement, toutes ces pressions, parce que les pressions, il faut bien entendre, ces pressions proviennent tant du monde politique que des supporters que nous sommes et des différents staffs. Donc ce n'est pas évident, mais ce que nous pouvons remarquer en tout cas, c'est que M. Ibenge réussit à créer cette tendance au professionnalisme et à insuffler ça à l'intérieur dans le chef des joueurs, des athlètes. Parce que, vous savez, un des grands problèmes que nous avions pendant ces dernières décennies dans le football africain et congolais en particulier, c'était la conception professionnelle par les joueurs. Les joueurs, étant donné que pendant très longtemps nous étions, et jusqu'à dernièrement, nous sommes en train de tendre aujourd'hui avec toutes nos nouvelles équipes vers des sociétés, mais jusqu'à dernièrement c'était de l'amateurisme. Et tant que l'amateurisme restait dans l'esprit, dans l'état d'esprit, c'est ce qui faisait la différence et le choc entre les joueurs congolais qui évoluaient dans des équipes étrangères, en Europe, aux États-Unis, en Asie, et les joueurs qui évoluaient dans des championnats nationaux. Ceux qui évoluaient en Europe et dans les autres compétitions avaient un esprit professionnel, et ceux qui étaient restés en Afrique n'avaient qu'un esprit amateur. Or, maintenant, grâce à des nouvelles dynamiques qui sont en train d'être insufflées tant par la FECOFA, la CAF et toutes les instances, il y a cette volonté de professionnaliser les choses, et dans le chef de coach et d'encadreurs comme M. Ibenge et d'autres, d'insuffler ça dans le chef des athlètes, tous les athlètes. Et je suis très heureux de voir aujourd'hui que nos athlètes nationaux évoluant dans des championnats nationaux commencent à avoir cet esprit professionnel. Et je pense que c'est grâce à ça d'ailleurs que la RDC aujourd'hui se retrouve en phase finale. Est-ce que le jeu aussi n'est pas en train d'être échangé parce que nous consommons tellement les jeux d'ailleurs, quand Barcelone joue, c'est la capitale qui est branchée. Est-ce que c'est pas parce que aussi nous suivons de très près comment les autres professionnels d'ailleurs font leurs jeux, et de notre côté ici on commence aussi à imiter, on voudrait jouer comme Messi, on voudrait jouer comme Ronaldo, et finalement il y a un certain automatisme. Vous savez, je ne pense pas que c'est simplement vouloir imiter. Je pense qu'il y a des modèles, certes, mais je pense qu'il y a un talent tout particulier dans le joueur africain. Le joueur africain a toujours été considéré, en Europe et ailleurs, comme un joueur de talent brut.
vous voyez. Et ce talent brut, je pense que les pays d'Amérique latine, comme l'Argentine, le Brésil et tout ça, ont ce même état d'esprit que les pays africains, entre autres la RDC et d'autres pays comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Ghana, qui sont des grandes nations du football africain. Et donc, il y a ce côté un peu latin, mais ce côté, je dirais, plutôt africain aussi, d'avoir des talents bruts. Et maintenant, avec le professionnalisme, eh bien, on réussit à les découvrir, on réussit à les mettre en exergue, on réussit à les mettre sous les feux des projecteurs. Et vous savez, je vous donnerai des petits exemples, comme par exemple Okocha, à l'époque, vous savez, les GG, on les appelait les dribbles tout à fait particuliers d'Okocha. Ça ne venait pas d'Amérique latine, ça ne venait pas d'Europe, ça venait d'Afrique, vous voyez. Chez nous-mêmes, nous avons aujourd'hui des grands noms qui sortent. Et ça, c'est l'Afrique, et c'est le Congo en particulier. Oui, mais parce que quand je vois les jeunes, aujourd'hui, je me dis, est-ce que le problème, généralement, par le passé, s'est posé sur le plan de la sélection. Et le pays est grand, je crois que nous avons des talents par-ci, par-là plutôt, mais lorsque nous avons un entraîneur qui ne sait pas sélectionner, qui ne sait pas fournir cet effort maintenant d'aller chercher les talents ailleurs, et c'est ce qui posait problème aujourd'hui, il faudrait qu'on comprenne que nous avons autant de talents, exact. Et on peut les rechercher, les retrouver, avoir des meilleurs qui pourront même étonner le monde. Exact. J'ai vu les jeunes, en tout cas sur le terrain, je vois que... La dynamique est en marche, dynamique est en marche, grâce à des personnes de bonne volonté et qui ont justement cet esprit ouvert. Si je peux apporter une petite critique, mais on va dire un petit peu négative, mais il ne faut pas la prendre vraiment... mais elle est contributive, exactement. Vous avez très bien dit, le pays est grand. Le pays est grand et regorge de talents. Le championnat national, entre autres la Linafoot que nous avons en RDC, permet certes de mettre en exergue des joueurs de différentes provinces qui viennent de l'intérieur grâce aux communications. Maintenant, on a la télévision, mais on a aussi des avions et des facilités de transport qui peuvent permettre justement à la réunion de toutes ces équipes, mais aussi au décèlement de joueurs et de talents qui viendront de l'intérieur et des différentes parties de notre République. Malheureusement, on n'est pas encore arrivé à une disponibilité en termes de moyens, tant financiers que techniques, pour le sélectionneur de pouvoir aller identifier, et c'est pas simplement le sélectionneur national, mais c'est aussi les sélectionneurs des différents clubs, d'aller dénicher tous ces talents qui existent un petit peu partout dans la RDC. Et donc, malheureusement, nous arrivons dans des circonstances ou des situations comme celle d'aujourd'hui avec l'équipe nationale, où nous avons une majorité des joueurs qui sont en provenance du club du sélectionneur national. Voilà. Ouais. Donc, vous aviez vu comment... c'est le petit bémol, mais cela ne gâche rien au plaisir de nos victoires. Vous aviez vu comment les gens se sont mobilisés lorsqu'on avait gagné la Guinée. Ouais. Alors demain on joue la finale. Vous pouvez donner quel espoir au regard du jeu? Vous aviez vu comment les Maliens ont joué contre... je crois, la Côte d'Ivoire. Vous aviez vu comment les Congolais jouent depuis tous ces temps. Alors, quelle chance vous donne maintenant, Léopard? Soyons très prudents. Sincèrement, je ne donnais pas le Mali gagnant contre la Côte d'Ivoire. Oui. Très sincèrement, parce que je trouvais que le bloc ivoirien était assez solide. Il y avait une motivation, mais les Maliens ont été très pragmatiques. Ils ont été très concrets et ils ont saisi les opportunités qui leur étaient présentées. L'un des petits défauts que nous avons, nous pêchons dans la surassurance. Donc lorsque nous sommes un petit peu trop sûrs de nous, parce que nous sommes proposés comme favoris depuis le début de cette CHAN, eh bien à un moment donné, nous jouons même avec un peu de suffisance. On l'a vu lors du match de la demi-finale, lorsque nous avons marqué notre premier but. Eh bien après, nos joueurs ont commencé à se laisser un petit peu aller dans la suffisance, dans l'assurance, jusqu'à la dernière seconde où on a égalisé. Et ça, nous ne pouvons pas pêcher de cette manière-là dans le match de la finale, parce que les Maliens vont chercher à profiter de la moindre erreur que nous allons avoir pour pouvoir marquer et nous déstabiliser. Il en va maintenant de la force du sélectionneur et de l'équipe de savoir toujours se redresser lorsqu'il y a un coup bas, mais je pense qu'il est très important, il est primordial que nous gardions notre sérieux, notre concentration, et de ne pas, même si nous marquons le premier but, si nous commençons à scorer, eh bien de ne pas
sombrer dans la suffisance et dans trop d'assurance, parce que le contre-coup risque d'être violent. Comment vous imaginez alors, une fois la victoire, comment les gens vont se comporter? Parce que j'ai vu ici et les mamans et les gens qui n'aiment jamais le foot, tout le monde, même les politiques, on a oublié le dialogue, on a tout oublié. Maintenant, c'était la joie nationale. Alors qu'il arrive, qu'on gagne, comment vous imaginez la joie au niveau national? Écoutez, moi je vous dirais qu'au contraire, j'ai l'impression que personne n'a oublié quoi que ce soit. Au contraire, tout le monde, d'ailleurs, il y a, je ne vais pas dire de la récupération, mais tout simplement des messages lancés par la population par tout le monde presque au détour de victoire. Et entre autres, la victoire de la demi-finale en a été un exemple. Je pense que, vous l'avez dit, les mamans sortent, les papas sortent, les jeunes, les sportifs et même ceux qui ne sont pas sportifs ont crié leur plaisir et leur bonheur de cette victoire. Je crois qu'il y a eu une clameur, pas seulement à Kinshasa, mais aussi à l'intérieur de la République. Il y a eu des clameurs lorsque nous avons gagné, où tout un peuple a sorti son bonheur, sorti sa joie et crié quelque part cette sensation plaisante d'obtenir quelque chose de positif. Et c'est là où j'aimerais attirer l'attention. Cet engouement pour une réussite, pour une victoire, tel que ça a été transcrit par la population congolaise lors de cette victoire en demi-finale. Ce n'est pas simplement du sport. Je pense que le peuple congolais a tellement souffert dans sa chair, a tellement besoin aujourd'hui de messages positifs, a tellement besoin de réalisation. Je vais faire une transposition directe lorsque nous parlons aujourd'hui d'élections. Eh bien, le peuple a besoin d'élections comme d'une victoire en Coupe de Chan. C'est-à-dire, aujourd'hui, les uns et les autres crient au dialogue, non au dialogue, ceci, cela, élection, pas élection, prolongation, pas prolongation. Le peuple congolais a besoin d'une victoire de la RDC. Une victoire de la RDC, ce n'est pas simplement la victoire au Chan. Une victoire de la RDC, c'est aussi une victoire au nom d'une nation qui a envie aujourd'hui de montrer qu'elle n'est pas à la traîne du train de la démocratie, mais qu'elle est dans la ligne droite et en tête de file de la démocratie. C'est-à-dire que l'on puisse aller vers des élections apaisées, que l'on n'ait pas besoin de se tuer les uns les autres, que l'on puisse respecter les textes, parce que je pense qu'il n'y aura pas d'alternance valable si l'on ne respecte pas les textes, et si nous ne nous basons pas sur des textes tels qu'une constitution, eh bien alors sur quoi reposera le socle de la République? Sur rien du tout. C'est pour ça que cette clameur populaire que nous avons vue avec les réussites ou la victoire en demi-finale, lorsqu'elle se matérialisera de nouveau aussi en finale, parce que nous allons, et je l'espère, gagner, eh bien vous allez toujours sentir ce bonheur. C'est la transcription d'une volonté d'aller de l'avant. Quelle transition, en tout cas c'est une belle transition du sport maintenant à la question politique, mais vous les politiques, vous êtes responsables. Pourquoi je le dis? Lorsqu'il s'agit maintenant de jouer comme nos léopards le font aujourd'hui, les uns sortent de Motema Pembe, les autres de Vita, de Mazembe, mais ils ont tout oublié maintenant leurs couleurs. Ils jouent sur le drapeau national. Exact. Mais les politiques, vous pour les élections, chacun maintenant voudrait tirer la couverture de son côté, ou les parler nations, vous voyez vos partis politiques, vous voyez vos considérations, ainsi de suite. Conséquence, le match qui est élection, parce que c'était ça votre métaphore, qui est élection, ne se joue pas correctement parce que chacun garde encore ses couleurs et voilà, on ne sait pas être... Exactement. Exactement, je pense que c'est une leçon. Je pense que c'est une leçon, vous savez, lorsque j'étais dans la rue, lorsque nous avons gagné le match contre la Guinée en demi-finale, oui, je peux vous garantir une chose. Un instant, oui. Dans la rue, vous étiez en train de faire quoi? Danser aussi? Non, nous avons fêté, nous avons fêtoyé, nous étions contents, nous étions heureux, tous ensemble. Moi, ce que je vais vous dire, c'est que je n'ai pas vu de drapeau de parti. Je n'ai pas vu comment dirais-je, d'une volonté d'un leader X ou Y de vouloir récupérer, entre guillemets, à ce moment-là, en tout cas au niveau de la population, c'était un sentiment nationaliste gratuit. Mais lorsque le peuple scandait des messages dirigés tant vers l'opposition que vers la majorité. C'est le message que vous venez de dire aujourd'hui. Qu'on est capitalisé. C'est le message que vous venez de
c'est ce point que vous venez de soulever maintenant, de savoir jouer en équipe, de savoir retirer les intérêts individualistes pour pouvoir respecter les intérêts communs, les intérêts de l'équipe, les intérêts de la nation. Et aujourd'hui, pour qu'on respecte les intérêts de la nation, il faut commencer par respecter les règles du jeu. Que sont les règles du jeu? Les règles du jeu commencent par la Constitution, qui sont les règles de base. Si vous tronquez cette Constitution, si vous vous asseyez sur cette Constitution, alors, lorsque quelqu'un est hors jeu, on va le laisser jouer. Il va continuer à aller marquer un goal alors qu'il est hors jeu. Mais tout le monde va crier au scandale. On va dire que on n'a pas respecté les règles du jeu. C'est la même chose que lorsqu'on ne respecte pas la Constitution et que l'on veut dépasser des délais. C'est-à-dire qu'on joue hors jeu, eh bien on gagne avec la tricherie. C'est pour ça qu'il faut accommoder. Il faut respecter le cercle dans lequel nous sommes. Et c'est une responsabilité tant de l'opposition que de la majorité, que de faire en sorte de pouvoir faire respecter cette Constitution. Autant dire que la population n'est jamais distraite, parce que parfois, à un certain moment, plutôt, on pense que la population est distraite. La population n'est plus du tout distraite, au contraire. Au contraire. Donc à travers les slogans que vous aviez suivis la fois passée, vous comprenez qu'elle est très déterminée pour suivre de très près le jeu que vont jouer maintenant les politiques. Je suis d'avis que le peuple congolais aujourd'hui a une conscience de ses droits. Vous savez, il y a la communication qui commence à faire ses effets. La communication tant sur les réseaux, tant à la télévision, dans les médias et les autres, mais la communication orale, verbale aussi. Je pense qu'aujourd'hui, j'en suis convaincu, ce n'est même pas une pensée, c'est une conviction, que le peuple congolais sait exactement quels sont ses droits fondamentaux, de base. Et elle s'appuie là-dessus pour pouvoir aller de l'avant. Et je pense qu'il est de notre devoir à tous ceux qui se considèrent être élites de ce pays, de pouvoir respecter, parce que il ne faut pas que l'on arrive à une situation où on passe à une inversion du leadership. Quand je parle d'une inversion du leadership, vous savez, on le dit toujours, la masse, parfois, n'a pas de réflexion. Il faut qu'il y ait des leaders, justement, il faut qu'il y ait des lumières qui indiquent les directions. Si c'est la masse qui indique la direction, on peut se retrouver dans le bon, comme on peut se retrouver dans une catastrophe. Et nous ne voulons pas aller dans un chaos et une anarchie. C'est profond. Franchement, c'est très profond. Je pense que vous comprenez maintenant l'analyse de votre invité, comment nous sommes partis du sport pour parler déjà politique maintenant. Question électorale que nous avions annoncée, nous l'abordons maintenant. Problématique du processus électoral en République démocratique du Congo. Vous savez que ça pose des problèmes. Nous sommes en pleine année élective. Alors, on a promis, depuis tous ces temps, on n'a pas les élections. On a sorti d'abord le calendrier partiel à 100 ans, non appliqué. Calendrier global, non appliqué jusqu'au jour d'aujourd'hui. On ne sait pas quand est-ce que nous aurons le calendrier. Mais au moins, la CENI a sorti une proposition sollicitant maintenant de la classe politique, curieusement, la CENI sollicite plutôt de la classe politique, le délai au moins de 13 à 16 mois pour qu'elle soit à mesure d'organiser très correctement les élections en ayant un bon fichier électoral, ainsi de suite. Est-ce que c'est sincère, c'est objectif de la part de la CENI? Est-ce que nous n'allons pas énerver la Constitution? C'est tout ça les craintes. Alors, Chimanga, c'est un problème. Écoutez, au regard de la proposition de la CENI, 13 à 16 mois. Monsieur Pascal, je pense que la CENI est un organe technique qui fonctionne avec les moyens qui lui sont mis à disposition. Peut-être aussi qu'elle fonctionne avec une volonté vraie ou faussée de nous mener vers des élections libres, transparentes et démocratiques, respectant une constitution et un cadre juridique qui a été, on va dire, le cadre dans lequel nous avons fonctionné jusqu'aujourd'hui. Malheureusement. Vous savez, j'aime retourner un petit peu en arrière parce qu'il faut savoir d'où l'on vient pour savoir où on va. Voilà. Vous savez, je me rappellerai toujours qu'il y a eu des rébellions qui ont mené à un dialogue intercongolais, qui a mené à une chimère que l'on appelait le 1+4, et donc à une transition. Cette transition avait un cadre défini constitutionnellement, dans la constitution de la transition, qui était un cadre qui lui donnait 3 ans, avec une prolongation de 1 année, si et seulement si, je dis bien si et seulement si, des problèmes d'ordre technique venaient à pénaliser l'organisation effective des élections dans les délais. Et en 2005, le 30 juin 2005, je me rappellerai toujours que nous avons marché dans la ville de Kinshasa pour faire respecter cette constitution
nous avons été, et je prends à témoin mon frère, grand frère, ami, collègue Franck Diongo, avec qui nous avons été arrêtés à Victoire et mis au cachot à Kalamou, dans la prison de... parce que vous réclamiez... Parce que nous réclamions le respect de la constitution de la transition. Et le glissement a commencé à partir de ce moment-là, lorsque l'on a accepté de laisser encore une année supplémentaire, non pas sur une base de problèmes techniques, parce que la non-volonté d'organiser les élections dans les délais était la même que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire que les gens, le pouvoir en place, n'avait pas mis les mécanismes nécessaires à disposition de la CENI pour pouvoir organiser les élections dans les temps. Mais c'est donc un problème de volonté d'initiative et non pas un problème comment dirais-je, de réalisation technique. La même chose à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, cette même volonté de débordement, cette même volonté de continuité. C'est parce qu'il n'y a pas eu une volonté de mettre à disposition de l'organe technique organisationnel de ces élections les moyens, tant financiers que humains, matériels, pour pouvoir arriver à ces échéances. Et lorsque la volonté n'y est pas, lorsque le débat est complètement faussé, eh bien, nous nous posons la question et nous disons, il n'y a plus qu'une seule chose à laquelle nous pouvons nous accrocher. Ce sont les bribes de la Constitution qui nous résument un espèce de cadre et nous devons trouver la solution maintenant pour, lorsque nous aurons dépassé ce cadre temporel, lorsque nous aurons dépassé les délais d'organisation de ces élections, eh bien de trouver une alternative. Je ne parle pas encore ici d'alternance, je parle d'alternative qui permettra à ce que notre pays soit dans une situation... On ne s'est pas encore arrivé là-bas parce que la CENI fait sa proposition, bien sûr, qui met en mal le respect correct de la Constitution. Nous sommes, en tout cas au niveau de la dynamique Congo Unie, à la DCU, nous sommes contre ce genre de proposition où l'on nous fait dépasser les délais. Je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, nous émanons de plusieurs textes, mais nous émanons aussi de plusieurs, comment dirais-je, responsabilités. Vous savez qu'il y a l'ONU qui est implantée en RDC depuis plusieurs décennies aujourd'hui. Et la MONUSCO avait un mandat de bons offices par rapport à la tenue, entre guillemets, d'une forme de dialogue. Le dialogue, si l'on avait bien fait son travail, n'était pas une question et n'est surtout pas un endroit où il fallait aller négocier une manipulation des délais constitutionnels par rapport à des mandats d'un chef de l'État ou à une mandature d'un gouvernement ou que sais-je par rapport à tout ça. Le dialogue devait être le lieu où nous aurions trouvé les voies et moyens à mettre à disposition de la CENI afin de pouvoir nous organiser dans les temps les élections dont nous avons besoin en 2016. Et pour cela, je vous explique ceci. Nous avons comme partenaire, je dis bien partenaire, je ne parle pas ici d'aide ou de parents, je parle de partenaires, c'est-à-dire des personnes qui ont des intérêts en RDC. Et là, je vous parlerai de l'Union africaine, certes, mais je vous parlerai aussi de l'Union européenne, je vous parlerai de l'ONU qui est présente en RDC. Ce n'est pas pour nos beaux yeux, c'est parce qu'il y a des intérêts convergents par rapport à la stabilité de la sous-région, par rapport aux intérêts économiques que représente la RDC. Eh bien, en nous mettant autour d'une table, nous aurions pu dégager, nous l'avons démontré, nous aurions pu dégager les moyens nécessaires pour pouvoir bénéficier de la logistique, entre autres de la MONUSCO, mais d'autres institutions qui existent sur le territoire congolais, et de pouvoir en faire bénéficier l'organisation des élections, ainsi que la révision de ce fichier électoral. Et tout cela pouvait être fait dans des délais tout à fait responsables et respectueux de cette Constitution pour arriver à la fin de l'année à des élections. Je précise qu'encore aujourd'hui, il est tout à fait possible d'organiser ces élections dans les temps. C'est une question de volonté, c'est une question de mise à disposition des moyens techniques et financiers et humains afin de pouvoir mener à cette... Vous dites que c'est encore possible parce que nous avons le point de vue des experts. Ici, je cite alors Jérôme Bonso, mais lui propose 22 mois et au jour d'aujourd'hui, vous pensez que ça peut être encore possible? Comment? Parce qu'il évoque la question
de matériel, achat de matériel. Aujourd'hui, on n'a plus de matériel. Le temps d'aller maintenant, qu'on mobilise d'abord l'argent, le temps d'aller chercher le matériel, le temps de les ramener ici, les distribuer maintenant à travers les provinces. Et ça va encore prendre beaucoup de temps. Et tout ça, mon très 22 mois pourrait nous Mon très cher frère, tout cela, ce sont des faux fuyants pour justifier des prolongations non légitimes. Ce sont des faux fuyants. À partir du moment où la volonté est mise en exergue, à partir du moment où les moyens sont mis à disponibilité, à disposition de l'organe technique qu'est la CENI, eh bien, c'est tout à fait faisable. Lorsque la CENI nous sort aujourd'hui ses calendriers, elle se base sur justement le manque de moyens, la mobilisation de ces moyens et la mise à disposition des différentes circonscriptions des kits à ce et moment-là, on consorts. tire quelle conclusion? Donc la CENI travaille maintenant à dépendance du gouvernement et Mais absolument, il faut bien elle que... fait il faut indirectement bien- la politique, elle pratique la politique. Mais du c'est une gouvernement. réalité. Je pense que ce serait un dialogue de sourds et vouloir voir en étant aveugle que de se dire que la CENI aujourd'hui est totalement indépendante. Bon, là, je m'avance peut-être un petit peu parce que c'est la Commission électorale nationale indépendante, mais bon, qu'à cela ne tienne. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'elle dépend, bien entendu, de l'organe qui lui met à disposition les moyens techniques, financiers et organisationnels. Et en l'occurrence, à l'heure actuelle, c'est logiquement le gouvernement qui est en place. Moi, je peur. Je peur parce que la CENI nous fait cette proposition et là, je comprends que la CENI ne va pas changer. Et le contraire, c'est alors, selon la CENI, avoir des élections catastrophiques, mal organisées, et probablement ceux qui sont au pouvoir pourront encore tirer bénéfice. Mais la dynamique, l'opposition, c'est cramponne dans sa position, ne change pas, le respect de la Constitution est démise. Donc il faut maintenant tout faire pour qu'on ait les élections d'ici fin 2016, élections prioritaires pour la dynamique, élections présidentielles, législatives également, le reste probablement on peut voir après. Donc pas question de dépassement du délai constitutionnel. Mais face à ces deux positions, ça commence à faire peur. Vous savez, que le dialogue dont on attend depuis tout ce temps, il n'arrive toujours pas. Est-ce que là aussi on répond à cette logique de pourrir et faire passer le temps pour atteindre un objectif? On ne comprend plus. Ça fait peur. Vous savez, vous avez peur et je vous rejoins dans cette crainte. Je vous rejoins dans cette crainte parce que je suis étonné à de nombreuses reprises de me rendre compte que parfois on veut remplacer la médiocrité par la médiocrité. Lorsque l'on veut se cramponner à des préceptes qui finalement vont nous mener, je pense, parce que je ne vois pas quelle est la solution ou l'alternative proposée, lorsque une certaine dynamique de l'opposition dit que l'on doit s'accrocher à des élections organisées dans les délais, nous disons oui, il faut que les délais soient respectés. Mais pour que les délais soient respectés, il faut que nous puissions nous asseoir et mettre en place tous les mécanismes pour pouvoir y arriver. Mais si les uns restent dans leur camp, les autres restent dans leur camp, et que chacun crie de son côté, vous savez qui est au milieu? C'est le peuple congolais. Et c'est le peuple congolais qui ne sera pas bénéficiaire d'une avancée quelconque par rapport à tout ça. Lorsque l'on fait un dialogue de sourds, il y a toujours un perdant. Et souvent le perdant, ce sont les deux. Et le peuple en question qui ne joue que par le respect maintenant de la Constitution. Aujourd'hui, le peuple veut le respect de la Constitution. Si nous en suivons et si nous nous en tenons à ce programme ou du moins à cette proposition de calendrier de la CENI, ouais. Donc nous avons déjà dépassé le délai. À partir du moment où nous avons dépassé le délai, maintenant alors, il faut trouver les mécanismes qui seront mis en place pour que, à dater de décembre 2016, eh bien que le peu de respect de la Constitution qu'il nous reste, c'est-à-dire dans le respect des articles qui ont trait au nombre de mandats, qui ont trait au délai constitutionnel, eh bien que nous trouvions la solution. J'aime à vous rappeler que à la dernière émission que nous avions eue ensemble, j'avais soulevé ce point que lorsqu'il y a vacances, pour le cas de vacances à la tête de l'État, il y a une solution qui est constitutionnelle. Cette solution, c'est la présidence par intérim du président du Sénat. C'est en cas de vacances. Que dit ce cas de vacances? Je pense, si je ne me trompe pas, c'est l'article 75. Le cas de vacances est relevé lorsqu'il y a décès ou indisponibilité de longue durée. Je pense que le chef de l'État actuel n'est pas décédé et je pense qu'il n'est pas encore en indisponibilité
continuelle. Il faut donc trouver, en fonction des textes qui nous régissent, quelles seront les alternatives que nous mettrons en place pour passer, parce qu'il n'y aura pas d'autre choix que de passer à une transition. Parce que s'il n'y a pas élection, il y aura une transition. Cette transition, elle sera soit violente, soit pacifique. Même si elle est violente, qu'elle soit violente ou pacifique, de toute façon, à un moment donné, il faudra qu'il y ait des acteurs. Ces acteurs, d'où sortiront-ils? On va les sortir d'un chapeau magique. Si l'on ne s'assoit pas pour proposer une solution qui va répondre juridiquement au vide dans lequel nous allons nous trouver en décembre 2016, alors tant l'opposition que la majorité, nous sommes irresponsables et nous voulons pousser notre population à se retrouver elle-même, à s'autodéterminer en descendant dans la rue au risque de se retrouver comme marchepied, c'est-à-dire ceux sur qui nous allons marcher pour demain se retrouver à partager de nouveau un gâteau. Un gâteau, je dis bien un gâteau, auquel le peuple ne participe jamais et dont il n'a jamais les bénéfices et les fruits. Ce sont toujours les individus que l'on appelle politiciens qui aujourd'hui n'ont plus la confiance ni d'un côté ni de l'autre d'une population orpheline de leaders aujourd'hui. Eh bien, lorsqu'il y a ce manque de confiance, nous ne savons pas où est-ce que nous allons nous retrouver. Je retiens une chose parce que nous avions parlé de manque de volonté pour organiser des élections et nous constatons en même temps qu'il n'y a pas d'argent. Et moi, je me pose la question. Est-ce que, maintenant, comme maintenant on n'a pas l'argent, nous aurons l'argent lorsque nous aurons le dialogue, nous aurons la transition, et c'est à ce moment-là qu'on va sortir l'argent. On sortira l'argent parce que cette fois-là, on aura la volonté politique, parce qu'en amont, on n'en a pas eu, parce qu'on voulait la transition. Comme on aura la transition, à ce moment-là, on pourra maintenant avoir la volonté pour sortir l'argent. Ça va se passer comment? Parce que là aussi, il faudrait qu'on comprenne correctement. Monsieur le journaliste, parce qu'on ne sait pas avoir l'argent maintenant. Monsieur Pascal Onge, je le répète encore une fois, c'est une question de volonté et de responsabilité de notre classe politique. Si les uns et les autres veulent tendre vers un chaos, vers un conflit social, vers un conflit populiste, au-delà d'être populaire, eh bien, je pense que le peuple congolais aujourd'hui, il a assez de fois montré, est prêt à s'autodéterminer. Malheureusement, je ne suis pas sûr que c'est ça la solution responsable et valable pour un pays qui se dit un pays démocratique et qui a envie de tendre vers la modernité. Je pense qu'aujourd'hui, il était question, si on veut lui trouver un autre terme, de ne pas l'appeler dialogue, de ne pas l'appeler assise ou concertation, colloque, peu m'importe, colloque, tout ce que vous avez envie. Moi, je vous dis tout simplement une chose, c'est que, si je dois résumer les choses, je vous dirais que en 98-19, nous avons eu des rébellions MLC, RCD, etc., qui ont mené jusque à ce que l'on appelle un dialogue congolais qui s'est passé en Afrique du Sud. Vous savez ce qui s'est passé? Il s'est passé que la communauté internationale nous a appelés en Afrique du Sud et a commencé à nous chicoter pour nous dire vous allez faire comme ci et vous allez faire comme ça et vous allez avoir une constitution qui est une constitution de transition, qui était une constitution même celle que nous avons eue aujourd'hui, qui nous a été proposée par des constitutionnalistes français, suisses, hollandais, étrangers, mais que nous avons dû adopter tout simplement parce que nous a dit faites comme ceci et que nous nous sommes retrouvés avec une chimère de 1+4 qui nous a mené à quoi? Finalement, nous avons eu quand même des élections en 2006 et nous devons en remercier l'organisation, quand même, il y a eu des élections, et puis il y a eu des élections en 2011, eh bien il faut qu'il y ait des élections encore en 2016. Si ce n'est pas le cas, nous allons nous retrouver dans une situation où de nouveau, comme nous en avons un peu l'habitude maintenant, on va nous dire, messieurs, nous ne voulons pas que la RDC devienne et redevienne aussi un foyer de violence. On va vous proposer un nouveau schéma. Et vous savez qui va se retrouver dans ce schéma? Même si vous ne l'appelez pas dialogue, même si vous ne l'appelez pas colloque, ceux qui aujourd'hui disent non au dialogue et ceux qui aujourd'hui disent oui au dialogue, tout cela là, c'est les mêmes qui vont se retrouver à cette table-là et qui vont venir vous sortir la mouture de la transition. Ce n'est pas la population qui va se retrouver, c'est de nouveau les mêmes qui étaient là, qui seront là de nouveau et qui vont continuer. Voici notre crainte, parce que nous avons affirmé, peut-être pas affirmé, par nos analyses, nous avons estimé que la CENI travaillerait quelque part, nous conditionnons toujours parce que nous n'affirmons pas, travaillerait quelque part en dépendance maintenant du pouvoir en place, qui n'a pas jusque-là, ça c'est mon point de vue, la volonté d'organiser des élections, ne s'est pas disponibilisé les moyens maintenant à la CENI. Maintenant que la CENI a sorti sa proposition du calendrier, enfin, sa proposition du délai pour pouvoir leur faire le travail correctement, comment ou à partir de quand elle commencera à respecter maintenant le délai qu'elle a donné pour qu'on ait effectivement confiance qu'à l'échéance de 13 ou 16 mois,
elle sera à mesure de nous organiser les élections pour que finalement on accepte. Mais s'il n'y a pas toujours la volonté de déjà donner à temps l'argent à la CENI, mais la CENI commencera à partir de quel moment respecter alors le délai en question pour que Monsieur Pascal l'échéance Ongé, des 16 mois soit ne respectée. pensez pas, vous êtes intellectuel, vous êtes journaliste de profession, vous avez accès à une réflexion basée sur du concret. Mais sachez et ne pensez pas que la population congolaise, dans son entièreté, n'a pas accès à cette même réflexion. Aujourd'hui, lorsque l'on entend parler de ce nouveau calendrier, de ces nouveaux délais, mais tout le monde se pose exactement la même question que vous. Mais même si l'on parle de ces 12 ou combien de mois 13 à 16 mois, même si l'on parle de ça, on parle à partir de quel moment? À partir du moment où il y a une volonté politique de mettre à disposition les moyens pour justement faire respecter cela. Et là, si cette volonté politique arrive en 2016, en fin 2016, en décembre 2016, donc ça veut dire qu'à partir de décembre 2016, nous devons compter encore 13 mois. Mais alors là, on est en train de se moquer de tout le monde. Je pense que, comme je l'ai dit préalablement, c'est une question de volonté, c'est une question, excusez-moi, d'engagement, c'est une question surtout de responsabilité intellectuelle, de responsabilité sociale, de responsabilité politique, que de vouloir se mettre quelque part autour d'une table avec les différents acteurs pour dégager les réelles alternatives auxquelles nous pouvons être confrontés. Encore une fois, je le dis, si les uns et les autres restent campés sur leur position, et là je m'adresse tant à la majorité qui veut une position de décider de notre avenir comme si nous n'existions pas, mais je parle aussi d'une opposition qui veut s'arc-bouter sur des positions, comment dirais-je, extrêmes de surdité, c'est-à-dire de ne pas vouloir écouter, de ne pas vouloir entendre, de ne pas vouloir s'asseoir pour pouvoir dégager et proposer, je dis bien proposer une alternative. Eh bien, que va-t-il se passer? On va être rejetés chacun dos à dos, et qui va se retrouver au milieu de ce dos à dos? Je le répète encore une fois, ce sera la population, qu'à un moment donné, les uns donneront le mot d'ordre ou diront, mais on n'a même plus besoin de mot d'ordre aujourd'hui. Vous savez, le mot d'ordre, quel sera-t-il? Le mot d'ordre sera au moment où le peuple lui-même va voir qu'on a dépassé le délai. Il n'y aura pas besoin de lui dire, vous avez vu, on a dépassé. Non, non, ils savent. On a dépassé le délai. Bon, maintenant, nous aussi, nous venons donner notre voix, puisque vous, les politiciens, vous avez échoué dans la proposition et la solution à apporter à notre peuple. Eh bien, nous-mêmes, nous nous autodéterminons. Et ça, c'est dangereux. C'est très dangereux. Donc, il est du devoir des hommes politiques, fût-il de la majorité que de l'opposition aujourd'hui, de proposer une solution. Dire Kabila dégage, pour moi, ce n'est pas une solution, ce n'est pas un programme politique qui donne des solutions. Non, M. Kabila va partir, un point, un trait, c'est normal, parce que c'est la Constitution qui n'a pas été modifiée et que ce sera comme ça. Donc ce cas-là, on connaît déjà, c'est déjà réglé. Passons à autre chose. Lorsqu'il va partir, qu'est-ce qu'on met en place et comment est-ce qu'on fonctionne, puisque apparemment notre Constitution sera dépassée dans les délais. Donc, trouvons et proposons maintenant ces alternatives. Si nous restons comme ça à dire, à scander, et que nous ne proposons pas une alternative, eh bien nous devenons nous tous aussi irresponsables et donc responsables du mal qui risquera de nous arriver demain. Ces hommes qui se moquent de nous, en tout cas j'aime bien cette affiche de la presse, les politiques se moquent de nous. Mais quand est-ce que la population se prendra aussi en charge? Nous n'appelons pas la population se prendre n'importe comment en charge. Elle observe ce que la classe politique pose comme acte. Je crois qu'à un moment, elle pourra agir. Alors, mais quelque part, la CENI nous a détourné. Enfin, est-ce qu'il faut parler de détournement? Parce que nous sommes allés déposer nos cautions en âme et conscience. Nous pensions avoir les élections. Aujourd'hui, la CENI nous fait une autre proposition. Alors, je ne sais pas s'il faut garder cet argent auprès de la CENI jusqu'à la fin de 16 mois pour qu'on ait les élections. Je ne comprends plus. Mais l'argent qu'on a déjà payé pour les élections... Très cher ami, c'est tout ce qui fait que nous mettons en doute la probité de cette CENI, justement. Je crois qu'à un moment donné, les gens se moquent de nous. On peut dire, bon, comme on a payé, que ça parte comme ça. Nous avons proposé, présenté des candidats. Nous avons, entre autres dans notre plateforme politique, à la Dynamique Congo Uni, nous avons proposé un certain nombre de candidats et nous avons payé les cautions, nous avons payé les dossiers, nous avons organisé tout ce qu'il fallait organiser. Vous savez que nous avons même pensé à porter plainte contre la CENI
pour tentative d'escroquerie. Mais heureusement, aujourd'hui, elle nous vient avec une espèce d'alternative. Mais en attendant, ils ne nous ont pas encore donné la solution. Aucune déclaration jusque-là de la part de la CENI. Une explication de où est parti notre argent, de comment est-ce que nous allons nous retrouver par rapport à l'argent qui a été déposé. Pour le moment, nous n'avons pas encore de proposition par rapport à ça. Mais qu'à cela ne tienne, je vous parlais tout à l'heure d'un terme que nous aimons beaucoup utiliser en RDC. Parce que là, nous sommes à la fin, ouais. On va conclure peut-être par là, c'est la responsabilité. Être responsable. Vous savez, nous les Congolais, on aime bien dire, mais vous savez, on a Naza responsable. Donc, il y a Nazoloba, et Zapeza solo. Donc, Naza responsable. Oui, bon, ok, d'accord. Si on est responsable, et lorsqu'on se représente on se dit être la CENI, Commission électorale nationale indépendante, et lorsque l'on est responsable, on n'invite pas toute une population, toute une classe politique et tout un peuple à venir déposer de l'argent, alors que l'on sait très bien que ce que l'on est en train de faire n'aura pas lieu parce que l'organisation n'était pas prévue. Ça, c'est être irresponsable ou alors d'avoir une volonté autre que les autres vont venir nous expliquer. Quelle nation où on ne sait même pas expliquer à sa population ce qu'on a pu faire de l'argent que les candidats ont pu déposer? En tout cas, nous nous posons beaucoup de questions, on ne comprend pas. Aucune explication jusqu'au jour d'aujourd'hui. En tout cas, ce n'est pas une bonne chose. Vidier, nous sommes à la fin. Je ne sais pas si vous aviez un petit mot à glisser. Parce que nous continuons à déplorer le comportement de l'homme politique congolais, mais on n'a pas autre possibilité de changer cette classe. Nous sommes obligés de marcher avec elle, mais en marchant avec elle, nous sommes contaminés nous aussi. Alors, peut-être un mot et Monsieur un Pascal, petit conseil pour qu'on change. Monsieur Pascal, je vais vous dire une chose. Moi, je ne suis pas d'accord avec le terme et avec cette réflexion de se dire nous sommes obligés de faire avec ce que l'on a. Il y a en RDC une classe... Parce qu'on ne saura pas faire de tabula rasa. Il y a en RDC une classe différente, une jeunesse, des jeunes cadres. Montantes, intellectuelles et manuelles et techniques, qui aujourd'hui est au fait des réalités de son pays. Et aujourd'hui, nous avons le devoir, tant dans les partis politiques que dans les associations et autres, d'aller au plus près de notre population, même au plus près de ceux qui ne pensaient même pas s'intéresser de la chose politique. Mais lorsque vous savez, vous ne vous intéressez pas de la chose politique, elle-même s'occupera de vous. Et c'est ainsi que je dis, lorsque nous passons partout. Aujourd'hui, il n'est plus question d'aller à des élections pour voter sur un nom que l'on a entendu à une radio. Parce qu'on l'a chanté par JB ou par Ouera. Il ne faut pas aller aux élections pour aller voter quelqu'un qui est venu acheter votre vote par des casquettes, par des polos, par de la bière ou par je ne sais quoi, parce qu'après il n'aura rien à vous rendre comme compte. Je pense, et c'est pour ça que dans le calendrier de la CENI, moi j'avais suggéré et j'avais mis un point d'honneur sur le fait que les élections devaient se faire de manière par palier et de manière graduelle, c'est-à-dire en commençant par les élections à la base, au niveau des locales, pour passer au provincial, pour ensuite aller au national et enfin au présidentiel. Pourquoi? Parce que cela aurait pu nous donner une cartographie de la volonté et l'assentiment de la population. Ainsi, nous aurions pu pousser notre population à pouvoir choisir comme conseillers communaux, comme députés provinciaux, des personnes qui leur sont proches, qu'ils puissent choisir aujourd'hui ceux qui connaissent leur réalité, ceux qui sont avec eux au jour le jour, pas ceux que l'on entend ou pas ceux que l'un grand parti est venu leur proposer et leur imposer de dire votez telle personne parce que ça fait partie de la majorité ou de... Non, il faut aujourd'hui aller aux élections et le peuple est conscient par rapport à ça. Il faut aller aux élections pour choisir ceux qui sont des nôtres, ceux qui nous sont proches, ceux avec qui nous partageons au jour le jour le commun de nos problème réel. Donc, il est très dommage. Il n'est pas dommage, non. Excusez-moi, je retire le terme. Je vous garantis qu'aujourd'hui, et je suis en contact en permanence avec cette nouvelle jeunesse, avec cette nouvelle vision de la RDC, des hommes décomplexés, qui ne se retrouvent pas devant l'étranger en se disant parce qu'Aza Mundele ye mutoyebi vérité, non, qui se disent on va partager d'égal à égal, nous sommes des partenaires. Des partenaires veut dire j'apporte ma force, tu apportes la tienne, fût-elle financière, nous composons ensemble, voilà. Et nous trouvons des solutions. Eh bien, cette jeunesse montante, elle existe, et je pense que demain nous pouvons changer le paysage politique de notre pays et arrêter d'être dans cet archaïsme où les uns et les autres veulent s'accrocher simplement à des postes. Vous avez l'interpellation, vous, la jeunesse. La responsabilité est entre vos mains.
Alors, c'est à vous de poser alors des actes essentiels pour l'intérêt de la nation, parce que ceux qui nous ont précédés sont totalement corrompus comme l'officier de la Commission électorale nationale indépendante. Ils sont impropres. Vous devez alors être propre. Vous devez vous laver pour aider la nation. Voilà, nous vous exhortons. Nous pensons que vous aurez un agir autre que celui de ceux qui nous ont précédés. Changeons le comportement, travaillons pour l'intérêt de la nation. Ce sera une bonne chose parce que les hommes passent toujours, mais les institutions vont rester. Et vous allez aussi les remplacer. Nous sommes à la fin, alors nous avons reçu humblement pour vous Didier Tshimanga, président national de la Dynamique Congo Uni, DCU. Avec lui, on a échangé sur le Chan, vous avez suivi, et surtout avec l'espoir qu'il a pu donner face au match de demain, et aussi sur la question électorale. Les points de vue ont été donnés. Nous pensons que vous aviez apprécié les points de vue. Nous sommes à la fin, nous vous disons au revoir et à la prochaine, mais en vous exhortant de vous en souvenir de la pensée alors d'Héraclite: tout coule, tout passe, rien ne demeure. Tout passera. Au revoir et à la prochaine.